Ça va être beau comme ça? C'est beau comme ça. Bien, bonsoir tout le monde qui sont ici ce soir. Bonsoir ceux qui sont à la maison et nous écouter, toujours de plus en plus nombreux. On est rendu le mois dernier, 60 personnes qui sont allées voir visionner la séance. Donc, il est 19h30 précisément. Nous avons le quorum. Je déclare la séance ouverte. C'est pas le document. Donc, l'ordre du jour a été présenté. Non, je ne le vois pas. Ici, on a que ça se fait. Bon, je recommence. Ici, je m'en vais ici. C'est pas le fun. Je vais me reconnecter. Problème technique, on peut arranger ça assez facilement. Donc, tout le monde a reçu l'ordre du jour, les élus ainsi que les gens du public. On va y arriver. On a peut-être un point à rajouter au point. Je l'ai pris par cœur, c'est quel point? Période de questions, le point 12.1. Non, pas vrai. C'est pas vrai. 11, non, 10. 10, on va y arriver. À l'envers, je voyais la période de questions, mais c'était pas ça. Alors, au point 10, ça serait le 10.3, n'est-ce pas? Oui. Alors, nous allons rajouter une lettre d'entente avec le syndicat par rapport à l'inspectrice des réseaux d'aqueduc et des lignes. Oui. Donc, lettre d'entente avec le syndicat. Alors, juste me le faire penser dans là parce qu'on ne le voit pas à l'écran, mais voilà. Alors, présenté comme ça, est-ce que ça vous convient tout le monde? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Point suivant. Le point 3.1, l'adoption des procès-verbaux. On a le procès-verbal du 20 janvier et du 17 février. C'était des assemblées publiques de consultation et la séance ordinaire du 17 février. Il est proposé d'approuver les procès-verbaux des assemblées publiques de consultation du 20 janvier et du 17 février 2026, ainsi que la séance ordinaire du 17 février 2026. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.2, ce sont les suivis, les comités et représentations. On a 2 points. D'abord, le rapport du comité du personnel. Je ne sais pas si soit Véronique ou Pascal. Vous voulez le lire, c'est indiqué dans le complet. Oui, ou le verbaliser. À la suite du départ volontaire d'un employé, le conseil municipal a mandaté le comité du personnel afin d'amorcer une réflexion sur l'organisation du travail au sein de l'administration municipale. Trois rencontres ont permis d'analyser les responsabilités des postes, les dispositions de la convention collective et les paramètres contractuels applicables à la directrice générale greffière trésorière. Les échanges ont porté sur différents scénarios visant à optimiser l'efficacité administrative et la répartition des charges de travail. La directrice générale et greffière trésorière a aussi été rencontrée à l'issue des discussions avec cette dernière et à la suite de la réflexion. Le comité recommande de scinder le poste de directrice générale et greffière trésorière en 2 postes distincts, de confier la greffe, la trésorerie, la législation à la titulaire actuelle, d'offrir un poste pour combler la direction générale et de pourvoir le poste vacant d'adjoint à la taxation conformément aux modalités prévues. Merci beaucoup. Au niveau de mon rapport, au niveau de la MRC, c'est qu'à la dernière séance du 11 mars, il y a eu un PPC-moi d'approuver par le Conseil des maires. C'était un regard à la construction d'une boucherie à l'intérieur du périmètre urbain au 734 rue principale.
Il y a aussi une autorisation, dans le fond, une approbation à l'effet d'accepter la démolition de l'immeuble qui est à caractère patrimonial au 849 rue principale. La MRC a également adopté une résolution visant à lancer un appel d'offres pour la gestion des boues de fosses septiques sur le territoire. Question d'essayer d'avoir le meilleur prix possible pour nos citoyens qui sont qui sont pas desservis par les égouts. Et enfin, pour votre information, parce que ça touche quand même éventuellement une cote-part, c'est quand même intéressant de savoir que la MRC est en train d'entreprendre une réorganisation de ses ressources humaines. Ils vont faire l'embauche on fait la création de 5 nouveaux postes. Il y a aussi, en plus de ça, 2 remplacements et l'abolition d'un poste. Donc, c'est sûr que pour le moment, il faut quand même comprendre que tous ces postes-là qui ont été ajoutés, ce n'est pas tous des postes facturables dans nos quotes-parts. Parce que parfois, c'est juste pour donner un plus grand service aux municipalités. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a la chance d'avoir une personne responsable à l'urbanisme, mais d'autres municipalités n'ont pas cette chance-là. Donc, en ayant le service à la MRC, ils vont payer directement le service à la MRC et ça ne nous incombe pas ce montant-là. Pour d'autres postes qui sont ouverts, oui, ça va être ajouté à nos quotes-parts. C'est juste pour que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'il y en a. Alors, c'était les petits suivis du mois. 3.3, dépenses autorisées, conformément à la loi. Notre directrice générale, greffière trésorière, va nous faire rapport des dépenses autorisées pour le dernier mois. Donc, c'est la somme de 52 304,73. Merci. Il y a une copie qui avait été remise aussi. Oui, c'est disponible. À tout le monde. Ensuite, 3.4, situation financière. Donc, ça va être le sommaire des comptes bancaires et relevé des opérations. On parle du compte bancaire au 5 mars 2026. Et puis, pour ce qui est des opérations, c'est toute la période du 1er au 28 février. Alors, les revenus sont de 100 750,86. Et les comptes à recevoir. Donc, comme la taxation annuelle a été faite, les comptes à recevoir sont de 3 623 204,48. Les paiements autorisés. Donc, la somme de 71 928,43. Les rémunérations, quant aux frais on va commencer à parler des rémunérations des salaires. Donc, 53 825,23. Et pour ce qui est des frais de déplacement, les repas remboursés. 930,51. Est-ce qu'il y a eu des colloques, une chose comme ça? Non, il y avait un rétroactif qui a dû être payé parce qu'il y avait une erreur pour un employé. OK, ça s'explique. Oui. Les factures à payer? 185 044. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, il est proposé d'approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement. Oui. OK, adopté à l'unanimité. 3.5, l'amendement et rapport budgétaire. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2025, portant le numéro de lot 97, ainsi que le rapport intitulé État des activités, je l'ai dit, État des archives, puis ça a commencé comme ça, j'ai fait un... je vais me reprendre. L'état des activités financières montrant des revenus et les dépenses au 31 décembre 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025 montrant, avant vérification comptable, un surplus de 422 078,4. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.6. Maintenant, on arrive aux amendements et rapports de 2026. Il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2026 portant le numéro 98, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières, montrant les revenus et les dépenses au 28 février 2026, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2026, montrant un surplus de 12 095,66. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.7, les engagements au 31 décembre 2025. Donc, ce sont les sommes qu'on a déjà engagées, mais qu'on n'avait pas encore utilisées ni payées, qu'on va reporter
dans nos activités de fonctionnement du budget 2026. C'est bien ça? Oui. Il est proposé d'autoriser les écritures comptables nécessaires ayant le surplus accumulé pour affecter les engagements 2025 non complétés, les activités de fonctionnement au budget 2026 pour un total de 13 362. Et à l'unanimité. 3.8, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Si je m'abuse, c'est pour nommer les personnes qui sont responsables de pouvoir se rendre à la MRC, je crois. Oui. La MRC pour le mois en fait, c'est le 11 juin 2026. Il est proposé que la greffière trésorière, Catherine Pepin, soit autorisée à enchérir au nom de la municipalité et à acquérir les immeubles identifiés en annexe sur lesquels les taxes demeurent impayées au moment de la vente, et ce pour la somme maximale indiquée en annexe. Que la mairesse Luce Dano, la mairesse suppléante Véronique Sanson, ainsi que l'adjointe administrative à la taxation soient autorisées à titre de substitut, en cas d'empêchement de la greffière trésorière, à enchérir au nom de la municipalité et à acquérir les immeubles identifiés en annexe sur lesquels des taxes demeurent impayées au moment de la vente, et ce, pour la somme maximale indiquée en annexe. Êtes-vous? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 3.9, programme de transfert pour les infrastructures d'eau des collectives du Québec. C'est par rapport à la taxe, c'est la réduction de compte, celle-là? Non, c'est pour le dépôt de la première programmation. Toutes les fois, je dis c'est pour la réduction de compte, mais c'est pas ça. Je m'excuse. Alors, peut-être expliquer qu'est-ce qu'il y en est, parce que c'est une situation, là, quand on reçoit la texte, le gouvernement veut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Exactement. Fait qu'il faut déposer une programmation des travaux annuellement, chaque année, selon le montant de la TEC. On a besoin d'une résolution pour confirmer le dépôt de la programmation. Donc, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, aux faits, aux dommages et aux coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de TEC 2024 et 2022. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux ci-jointes et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité, c'est 5, comment? 24, 25, 26, 27, 28, ils comptent comme ça, les années. Ouais. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Oui. Adoptée à l'unanimité. Il faut dire qu'on essaie de ne pas faire des longues résolutions, mais parfois, il faut les dire telles quelles que quand il nous arrive tout fin prêt. Hein? Oui. Alors, 3.10, comité du personnel, mandat. Elle a attendu le départ volontaire de Vicky Poméville, adjointe administrative à la taxation. Elle a attendu que le conseil municipal désire analyser les besoins organisationnels et déterminer les ajustements requis afin d'assurer l'efficacité et la continuité des services. Elle a attendu que le comité du personnel est le comité désigné pour examiner les questions relatives aux postes administratifs et à la gestion des ressources humaines. Il est proposé de ratifier le mandat donné par le comité le mandat donné au comité, je m'en avais par le conseil, mais c'est pas ça qui est écrit, donné au comité du personnel afin de
réaliser une analyse de la réorganisation administrative à la suite du départ de l'adjointe administrative à la taxation, formuler des recommandations au conseil concernant les ajustements jugés nécessaires, consulter la direction générale et toute ressource pertinente pour compléter son analyse. Oui, oui, oui. Adopté à l'unanimité. 3.11. L'engagement adjoint administratif à la taxation. Il faut quand même dire que, étant donné qu'on parle de ressources humaines, je dois dire aux gens dans la salle et à la maison, quand on a un dossier de ressources humaines, c'est sûr qu'on a pris en compte les recommandations et les discussions ont été faites au préalable là, pour garder une certaine confidentialité dans tous les dossiers. Et ça, c'est normal, c'est toutes les municipalités vont fonctionner comme ça. Alors, attendu le départ volontaire de Vicky Pomainville, adjointe administrative à la taxation. Attendu la recommandation de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance des recommandations de la direction générale et ont procédé aux échanges nécessaires, comme je vous ai parlé tantôt, préalablement à la prise de décision, dans le respect des règles applicables en matière de ressources humaines. Alors, le conseil, on va dire la proposition telle qu'elle est mentionnée, il est proposé d'accorder, conformément à l'article 13-5.09 de la Convention collective, le poste d'adjointe administrative à la taxation à Mme Stéphanie Moulin, du Moulin ou Moulin? Moulin, OK. Et de la rémunérer conformément à la clause 16-4.03 de la Convention collective. De demander au syndicat de modifier la clause 13-5.07 de la Convention collective afin d'allonger la période d'entraînement à 4 mois de travail complet au lieu de 20 jours initialement prévus. Voilà, c'est ce que les discussions ont été dans ce sens. Est-ce que vous voulez le maintenir? Oui, oui. Alors, ce serait adopté à l'unanimité. 3.12, réorganisation administrative. Alors, voilà. Il y a eu l'annonce du départ volontaire de l'employé qui a fait la nécessité de procéder à son remplacement. Cette situation-là entraîne des ajustements au sein de l'administration municipale fortement. Et donc, le Conseil tient à assurer une meilleure répartition des responsabilités et une efficacité accrue des services municipaux et qu'à cette fin, il a mandaté le comité du personnel afin d'en faire l'analyse. Donc, attendu les recommandations formulées par le comité du personnel, il est proposé d'alléger les responsabilités du plus haut fonctionnaire en scindant son poste en deux, des deux postes distincts, soit de direction générale et d'autre part, greffier trésorier ou greffe trésorerie. De nommer Catherine Pepin, actuellement directrice générale et greffière trésorière, au poste de greffière trésorière sans perte d'ancienneté ni d'acquis et d'autoriser la mairesse à signer un nouveau contrat de travail, de publier une offre d'emploi pour le poste de directeur général ou directrice générale. De mandater le comité du personnel pour réaliser les entrevues pour le poste de directeur général avec la future greffière trésorière Catherine Pepin, considérant la collaboration étroite entre ces deux fonctions, pour formuler aussi ses recommandations au conseil relativement à l'embauche. D'inviter la future... C'est la phrase qui est répétée en double. Après de mon point. Excusez-moi. Oui, le prochain pivot. Et que Catherine Pepin continue d'assumer les fonctions de directrice générale et greffière trésorière jusqu'à l'entrée en poste du nouveau directeur général ou de la nouvelle directrice générale. On s'entend qu'on l'a mis la forme masculine pour que ça soit plus simple. Alors, je vais vous demander de adopter à l'unanimité. Et on tient beaucoup à remercier Catherine aussi pour de rester avec nous, parce que c'est une personne précieuse qu'on veut qu'elle continue à faire bonifier par ses connaissances et son expérience, la municipalité. Je sais qu'elle va faire bien avancer
ce volet-là du greffe et de la trésorerie. Merci beaucoup. Ensuite, on est rendu au point 3.13. Donc, adjointe administrative au service aux citoyens, un remplacement temporaire, étant donné que nous avons des absents en congé maladie, qu'on a bientôt. En considérant les besoins temporaires en soutien administratif découlant de la réorganisation administrative en cours, mais aussi de l'absence, comme je vous ai dit, de 2 employés. Il est proposé d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'embauche d'un employé temporaire au poste d'adjointe administrative. On présume que ce soit, on va dire personne, comme ça, parce que l'on a nos finances cette fois-ci. Service aux citoyens et de la rémunérer selon son expérience entre l'échelon 1 et 5 de la classe d'emploi attribuée à ce poste, conformément à la convention collective, que les heures de travail associées au présent mandat puissent varier en fonction des besoins opérationnels du service, que la période d'affectation soit valide jusqu'au retour à temps plein des 2 employés actuellement absentés et jusqu'à ce que les besoins opérationnels justifiant l'affectation soient comblés autrement, soit la première éventualité. Oui. L'unanimité. 3.14, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Donc, comme chaque année, on revient avec une bonne pratique. Il est proposé d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 12 000 pour l'exercice financier de 2026, que cette somme soit prélevée à même le budget de fonctionnement de l'année en cours. Voilà. Je pense que j'avais d'autres choses à dire. Ça a fini sur un ton haut. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 3.15, c'est un avis de motion concernant le code d'éthique et de déontologie et un dépôt. Est-ce que M. Laflamme, hein, si vous êtes toujours d'accord, je ne vais pas me tromper sur son nom, M. Jean-Pierre Laflamme, par la présente, donne un avis de motion avec demande dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux afin de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et des règlements déontologiques qui doivent guider la conduite des personnes à titre de membres du conseil et dépose un projet de règlement numéro 2026 04 1038 intitulé Règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, on n'a pas de vote là-dessus. Ça sera la prochaine fois. Acquisition 3.16, acquisition de logiciels dédiés à la gestion des municipalités de PG Solutions. Nous avions établi que nous voulions l'emprunt qu'on se faisait soi-même par notre fonds de roulement. On voulait le faire sur 3 ans puisqu'il s'agit de logiciels. Il paraît rare, on le comptabilisé sur 5 ans, puis là, on dit on va corriger l'erreur. Donc, on veut le mettre sur 3 ans. On l'a mis sur 5 ans la dernière fois, mais on veut le mettre sur 3 ans. C'est ça. C'est ça. Ben, c'est ce que j'avais l'impression d'avoir dit, mais j'aimerais écouter peut-être. Parfait. Merci, M. Laflamme. Alors, il est proposé de modifier la résolution 2024-12-429 afin que l'échéancier de remboursement de fonds du fonds de roulement soit le suivant. Un versement de 16 059 en 2026 et le solde va être divisé en 2 pour les 2 prochaines années. Un versement de 56 318,49 en 2027 et un versement de 56 318,50 en 2028. Que toutes les autres dispositions de la résolution numéro 2024-12-429 demeurent inchangées. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.1, comité de sécurité mandat. Alors, tandis que le conseil désire assurer, et c'est pas juste même pour désir, c'est pratiquement une obligation de s'y pencher, d'avoir un suivi régulier et une planification adéquate des services de protection incendie offerts à l'UQAM. Il est proposé de mandater le comité de la sécurité publique pour tenir 2 rencontres annuelles pour évaluer les points positifs
et ceux à améliorer concernant le service d'une brigade à Wickham afin d'entendre toutes les parties impliquées, réaliser une planification à moyen et long terme des coûts du service incendie de Wickham en fonction des paramètres à jour, tenir au besoin une rencontre de suivi à la suite d'un incendie de bâtiment afin d'effectuer un retour général sur la situation et discuter des aspects à améliorer si nécessaire. Oui. Adopté à l'unanimité. 4.2, rapport annuel d'activité incendie l'année 2025. Donc, on a eu, je ne voyais pas, mais j'ai une page noire. Qu'est-ce que c'est? D'accord, on vient de... Je savais de quoi on était pour parler, mais quand même, je me disais, ça va s'aboutir. Alors, c'est le rapport annuel qu'on reçoit de la ville de Drummondville, du service incendie. C'est pour l'approbation. Nous nous questionnions sur les deux bornes, là, qu'il y avait deux bornes. Ben, en fait, deux endroits où on pouvait aller, dans le fond, chercher de l'eau. Et on a eu la réponse aujourd'hui qu'on en a dans le 7e rang. Exactement. Bon, et que c'est quand même bon de savoir qu'on a le 2e rang dans le 7e rang. 7e rang ouest, du côté de Saint-Germain. Oui. OK. Donc, il est proposé de procéder à l'adoption du rapport annuel des activités en matière de sécurité incendie 2025, de transmettre à la MRC de Drummond un exemplaire de la présente résolution afin qu'elle soit envoyée au ministère de la Sécurité publique. Oui. Adopté à l'unanimité. 5.1, programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est par rapport au ponceau de 9e rang, il y a eu une subvention. Et là, il faut faire une pétition encore. C'est le temps, je le Oui, c'est là. on va y aller. Il est proposé que le conseil de la municipalité de Wickham autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Oui. Adopté à l'unanimité. Ensuite, on a le programme d'aide à la voirie locale, mais qui concerne le dossier du ponceau que le 11e rang liste. C'est la même chose, c'est une reddition de compte qu'il faut faire. Donc, les attendus sont vraiment pour vous dire, dans le fond, que c'est une reddition de compte qu'il faut faire, c'est dans les normes et tout ça. Donc, il est proposé que le conseil de la municipalité de Wickham approuve les dépenses d'un montant de 81 881,99 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF13, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la mobilité durable et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Oui. Adopté à l'unanimité. 6.1, c'est la caractérisation des visites. C'est un mandat. On a reçu des soumissions et certaines, ça je pense que c'est des mandats qui sont, c'est une firme qui va aller directement dans certaines entreprises. Donc, il est proposé de mandater Aviso Expert Conseil Incorporé pour le prix forfaitaire de 89 219,44 qui inclut l'année 2026, 2027 et 2028 pour effectuer les caractérisations de 3 jours des eaux usées municipales et de Serbotransport au printemps et des eaux usées municipales de Serbotransport, de gestion 1003 principales incorporées, Agrimétal, des aliments Phonix incorporés et la compagnie 9233-9664 Québec à l'automne. Je vais vous demander de juste vous retirer vu que vous faites juste reculer votre chaise d'un pied. Non, vous n'avez pas besoin de partir. Juste physiquement, vous dites qu'il ne votera pas là-dessus. Je vous demande aux autres, est-ce que ça va? Oui. OK. Alors, adopté, c'est à l'unité des gens qui pouvaient voter.
8.1 comme mission de protection du territoire agricole, c'est une demande d'aliénation. Je vais voir celui-là, si j'ai l'adresse, pas que je me trompe. Ça, ah oui, ça c'est pour le 11e rang, c'est ça? Oui. Okay. Alors, dans la demande, nous, comme conseil, on a à regarder est-ce que c'est une demande qui est légale, est-ce que ça répond aux critères, est-ce que tout est correct et en bonne et due forme. Je vais prendre le temps de le lire parce que c'est quand même important dans la demande. Attendu la demande d'autorisation numéro 45-34-83, déposée à la CPTAQ par Mme Colette Forcier, visant l'aliénation du lot 5 772 582 d'une superficie de 19,47 hectares dans le but de séparer le lot en deux parties égales. Attendu que le lot visé est situé sur le territoire de la municipalité de Wickham, que la superficie à aliéner est presque entièrement sous couvert forestier, que la superficie à aliéner possède un potentiel acéricole, que la demande ne vise aucune utilisation non agricole et que l'aliénation est faite dans le but de séparer en deux parties égales de droits de propriété, que l'aliénation ne compromet pas le potentiel agricole du milieu, ni l'homogénéité de la communauté agricole, que les ressources en sol et en eau ne sont pas affectées, que selon les documents fournis, la demande ne contrevient pas au règlement de zonage, que la demande répond aux critères énoncés à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Il est proposé de recommander favorablement le présent dossier à la Commission de protection du territoire agricole du Québec sous réserve de l'obtention par la CPTAQ du consentement écrit de l'ensemble des copropriétaires du lot concerné. Oui. Adopté à l'unanimité. « 8.2, demande de dérogation mineure, c'est dans le 9e rang au 1371. Je n'ai pas demandé tantôt, on vient de faire pour l'aliénation, mais je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des choses à dire. Il n'y avait pas quelqu'un dans la salle par rapport à ce terrain-là. Le prochain, c'est la grandeur, oui, c'est ça. Alors, la prochaine demande, c'est une demande de dérogation mineure qui consiste à l'addition d'un logement multigénérationnel et qui, selon notre standard notre règlement, pas notre standard, mais notre règlement, prévoit 75 mètres carrés pour que ce soit autorisé là, sans faire de dérogation. La demande est à l'issue d'avoir 129,80 mètres carrés. C'est ce qui a été présenté au d'urbanisme. Je vais quand même lire ce qu'il y en est, puis laisser aussi le propriétaire, s'il veut nous présenter aussi, nous en parler. Alors, c'est le fonctionnaire désigné a évalué que la demande est admissible à la procédure de dérogation mineure, conformément à la section 1, qui est admissibilité d'une demande de dérogation du règlement. Que la demande respecte les critères d'évaluation prévus à l'article 28 du règlement sur les dérogations mineures, que l'application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux au demandeur puisque la superficie autorisée ne permettrait pas d'avoir un espace de bureau, une pièce multifonction, ainsi qu'une chambre d'amis pour accueillir la famille et ne leur permettrait pas de répondre à leurs besoins familiaux. Il y a eu l'avis public le 2 mars 2026. Aucun commentaire n'a été reçu jusqu'à maintenant. Je voudrais savoir si dans la salle, il y en a qui ont des commentaires. Qui que ce soit, et aussi évidemment si la personne concernée veut aussi ajouter des commentaires. Oui, dans le fond, Juste me dire votre nom. je m'appelle Pierre-André Lamotte.
Pierre-André. Je suis résident au CAM, ça fait 30 ans, je suis né ici. Ça fait longtemps que je reste ici. Puis, dans le fond, le préjudice, il est comme en 2 points. Là. Avant de préparer notre plan, on avait appelé l'urbaniste. Puis, l'idée, c'est quoi? Comment appliquer la superficie habitable sur notre habitation. Puis, ce qu'on avait eu en premier, c'était une fausse information. Il nous avait dit que ça s'appliquait juste au rez-de-chaussée, que les étages, ils ne rentraient pas dans la superficie habitable. Si vous regardez le plan, le rez-de-chaussée, il fait 75 mètres carrés. Fait que là, après ça, quand on a envoyé notre plan pour pour le permis, c'est là qu'il a parlé avec le procureur et qu'il nous a finalement annoncé que notre plan n'était pas bon, ne respectait pas les normes. Fait que là, on a choisi d'aller en dérogation de l'heure parce que plus petit que ça, on trouve que justement, ça serait fardeau pour la famille, ben fardeau. Ma soeur, elle vient visiter ma mère souvent, puis elle reste pas dans la même ville, fait que de l'accommoder avec une pièce de plus, ça se justifie bien. Et ma mère, pour l'instant, est célibataire. C'est quelque chose qu'elle aimerait changer, puis éventuellement tomber en couple, fait que l'espace de 75 mètres carrés, ça devient limité pour ça. Puis mon terrain, j'ai la chance d'avoir un grand terrain en campagne, je n'ai pas de voisins, c'est 50 000 pieds carrés, fait que je ne vois pas pourquoi ce serait un problème à ce niveau-là. Puis la superficie que je demande, c'est la moitié de ce que j'ai déjà, fait que c'est pas non plus, ça ne jouera pas avec le reste, puis ça va respecter le reste du bâtiment, ça va avoir le même revêtement. Fait que ce serait ça. Merci pour apporter la précision qu'on n'avait pas, là, effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose? Dans les attendus, bien après la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est penché à cet effet et qu'il conseille au conseil d'accorder la demande. Alors, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure. Le numéro va partir 2026-00031 au règlement de zonage qui est le 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 6 382 367, soit au 1371 9e rang visant à autoriser un logement additionnel multigénérationnel d'une superficie de plancher de 129,80 mètres carrés au lieu de 75 mètres carrés, tel que prescrit au règlement de zonage 2024-03-986. Oui. C'est adopté à l'unanimité. D'ailleurs, on ne pouvait pas le dire avant, mais on a trouvé. Les bilans étaient fantastiques. Ça met en valeur même le rang. Effectivement, vous aviez raison. Quand on entend argumenter, là, vous l'avez bien conçu intelligemment. On va aller voir ça. En dessous, tu sais, pour la voiture, c'est pas on va penser à votre maman. Je ne sais pas si votre maman qui va acheter, c'est ça. Était résidente à l'UQAM aussi. Ah oui? C'est elle qui restait là. C'est dans ma lettre. Et puis, qu'est-ce que vous avez dit? C'est des choses qui peuvent arriver des fois dans un traitement de dossier qu'on embarque un aspect, puis après on dit, oh, ça peut en l'étage, il fallait le calculer. Fait que, mais on comprend la base que vous êtes parti sur cette information-là aussi. Voilà. Alors, on va passer au point suivant, 8.3. C'est une demande de dérogation mineure qui concerne le 864 à 870 et 872 de rue Blanchard. Nous avons, vous vous rappelez, je vais faire quand même le suivi de la dernière rencontre. On s'était dit, on aimerait avoir aussi un avis d'un autre ingénieur pour se faire une bonne tête et on est mieux reporté que de. C'est ça, fait qu'on a pris en compte tout ça. Je ne sais pas si vous voulez indiquer un petit peu l'issue de nos conversations, parce que je sais qu'on a notre urbanisme qui est là dans ce projet-là. Je peux lire les attendus si ça vous vient, vous pouvez compléter. Là. Alors, attendez que la demande vise à ce que le bassin de rétention requis pour un ajout de 3 espaces de stationnement excédant 15 cases ne soit pas situé en bordure du stationnement et que la gestion des eaux de surface soit plutôt assurée par un puisard et des conduites souterraines dirigeant l'eau vers le bassin de rétention
conformément au règlement de zonage 2024-03-986. Attendu que le fonctionnaire désigné a évalué que la demande est admissible à la procédure de dérogation mineure, toujours conformément à la section A, admissibilité d'une demande de dérogation au règlement. Attendu que la demande respecte les critères d'évaluation prévus à l'article 28 du règlement sur les dérogations mineures, que l'application stricte du règlement causerait un préjudice sérieux aux demandeurs puisqu'ils ne pourront pas respecter les normes de la MRC de Drummond et du ministère de l'Environnement. Je vais passer toutes les lettres, mais on va s'entendre que le ministère de l'Environnement, c'est long de lire ça, hein? MELCCSP, et compromettrait la réalisation du projet domicilié. Attendu l'avis public du 30 janvier 2026, aucun commentaire n'a été reçu. Je vais demander si dans la salle, s'il y en a qui ont des commentaires à ajouter à cet effet. C'est beau. Vous attendez la réponse. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder la demande de dérogation mineure avec certaines conditions. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Parce que c'est sûr que notre délibération, on l'a fait pendant un petit peu, on a comme un peu discuté avant. Là. Pour l'instant, C'est pas correct. Donc, ça a porté beaucoup sur le fait de l'eau, où est-ce qu'on la veut, là, les écoulements d'eau, est-ce qu'on veut qu'il soit dans le fossé, c'est ça. C'est là-dessus qu'on a porté la discussion antérieure. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure numéro 2026-0007, il manque un 00007, au règlement de zonage 2024-03-986 pour un immeuble situé sur le lot 5 773 626 et 5 773 125, soit au 864 et jusqu'à 870 et au 872 rue Blanchard, visant à autoriser que le bassin de rétention pour 3 espaces de stationnement de plus 15 cases ne soit pas aménagé en bordure de l'espace de stationnement tel que prescrit au règlement de zonage 2024-03-986, que la gestion des eaux de surface pour 3 espaces de stationnement de plus de 15 cases soit réalisée à l'aide de puisards et de conduites souterraines dans le but de canaliser l'eau vers le bassin de rétention tel que prescrit au règlement de zonage 2024-03-986. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Oui. Donc, on en est là pour votre projet. Il y a des conditions. Je pensais qu'au début, vous disiez qu'il y avait des conditions d'acceptation. C'était quoi? En fait, je me demande si on a pas... C'est le CCU qui en avait mis, mais le conseil en a pas mis. OK. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est que le CCU en avait mis. C'est ça. Fait que la phrase a été écrite telle quelle, mais ça porte à confusion, effectivement. Donc, on pourrait peut-être rajouter tout simplement et que le conseil... On a besoin de le marquer. Non, parce que dans le c'est le CCU recommandait. C'est la proposition qui était importante. Les attendus. C'est pour mettre en contexte les attentes. Donc, on aura à rediscuter au niveau des ententes promoteurs. C'est plus là qu'il y avait des petites choses qu'on voulait plus statuer avec vous. D'accord? Alors, on va aller au point suivant. 8.4, demande de dérogation mineure. Celle-ci, elle se situe au 1207 route 139. Vous vous rappelez, le mois dernier, on avait voté et puis j'ai mis mon droit de veto entre-temps pour qu'on puisse se refaire une tête, d'en discuter. Et, au final, on en a rediscuté, puis il nous a resté des questions. Est-ce que, et je vous ai dit, je vais vous reposer la question, est-ce que vous êtes prêts à voter ce soir ou vous voulez qu'on reporte pour essayer d'aller chercher les réponses à d'autres questions? Moi, je le reporter. Donc, il est proposé de reporter
comment tu le dirais, pour la résolution? Ce dossier pour discussion de séance ultérieure. Qu'on va le reporter pour une séance ultérieure. Donc, est-ce qu'il va être présenté tel quel ou est-ce que la nomenclature va être présentée telle quelle? Parce que tu m'avais dit qu'on fait, tu sais, là, on était venu je m'excuse, là, je bégaye un peu quand tout ça c'est filmé, mais c'est ça. Ça, c'est un petit bout qu'on n'avait pas discuté avant. Je veux juste comprendre parce qu'au départ, on l'avait comme mal écrite. Il va falloir Exemple. partir de la même chose. On va repartir de la même chose. C'est juste ça que je veux statuer parce que je veux savoir si dans notre proposition, maintenant, s'il fallait changer quelque chose. Fait qu'on va juste le reporter, puis je vais vous demander de voter là-dessus. Vous êtes prêts à le reporter? C'est le rapport. Ouais. Ok, alors, ça va être adopté à l'unanimité. Pour les gens à la maison, ils ne doivent pas savoir ce qu'on parle, là, mais tu sais, des fois, on va dire qu'il est proposé d'accepter, puis des fois, on va dire qu'il est proposé de refuser, mais nous, on avait quand même gardé la même nomenclature, il est proposé d'accepter, et le fait qu'on a dit non, après, ça est devenu confus pour bien comprendre, que les gens comprennent bien quand ils lisent le PV. Donc, c'est une petite pratique à l'interne on a essayé, puis ça n'a pas été fructueux. On va faire ça plus clair la prochaine fois, mais c'est là-dessus que je voulais statuer. Alors, point 8.5, c'est l'adoption du règlement 2026-03-10-34. C'est un règlement de concordance. C'est ce qu'on a vu ce soir à 17h15. C'est ça? 19h15. À 19h15. Moi, je pense que les heures, c'est pour moi. On aurait dû mettre à chiffre. Tu vois, les noms, les Avec les noms, c'est compliqué. Pas de temps. on a la misère. OK. Donc, la première, comme ça a été expliqué, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus, mais je peux simplement aller dans la proposition. Oui. Alors, il est proposé que le règlement numéro 2026-03-10-34, intitulé Règlement modifiant le règlement de lotissement 2024-03-987, afin d'assurer la conformité au règlement numéro MRC 964 de la MRC de Drummond, règlement de concordance, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. C'est beaucoup des règlements de concordance avec la MRC, non? 8.6. Il est proposé que le règlement numéro 2026-03-1035, intitulé Règlement modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme 2024-03-985, afin d'assurer la conformité au règlement numéro MRC 964 de la MRC de Drummond, règlement de concordance, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.7. Il est proposé que le règlement numéro 2026-03-10-36, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 2024-03-986, afin d'assurer la conformité au règlement numéro MRC 964 de la MRC de Drummond, règlement de concordance, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.8, adoption du règlement, cette fois-ci, ça aussi on l'a expliqué. Alors, il est proposé que le règlement numéro 2026-03-1037, intitulé Règlement sur les restrictions à la délivrance de permis de certificats en raison de certaines contraintes, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.9, avis de motion. C'est le règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. L'invitation est un dépôt. Est-ce que j'ai quelqu'un qui qui s'offre à déposer? Oui. Bien. Alors, Mme Véronique Sanson, par la présente, donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments tel que requis par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et dont l'objet est de prévenir les situations de dégradation pouvant compromettre la sécurité,
l'intégrité ou la salubrité des bâtiments, la municipalité a pris soin de rédiger un règlement clair, réfléchi et respectueux de la vie privée des citoyens, conçu pour intervenir uniquement lorsque nécessaire, en se concentrant sur les situations de détérioration importantes et non sur l'apparence ou les préférences esthétiques. Dépose un projet de règlement numéro 2026-04-1039 intitulé Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Alors, c'est un dépôt. On va voter la prochaine date. Non. On va tout de suite On a après celui-là. Oui, parce que c'est des règlements d'urbanisme. Ça aussi, tu m'avais dit, je pense. Fait que c'est rare, hein, par exemple, qu'on vote tout de suite après. Juste pour le règlement d'urbanisme. Alors, juste pour celui-là, je vais me faire mentir. J'enchaîne avec la proposition. Donc, attendez qu'on a eu un avis de motion déposé ce soir, le 17 mars 2026. Il est proposé, je vais peut-être expliquer avant, parce que ce règlement-là, ça touche les bâtiments à caractère patrimonial. OK? Le gouvernement nous oblige toutes les municipalités à avoir un bâtiment préservé le plus possible et de prévenir les détériorations qui mènent à la démolition. Et le règlement aussi, le gouvernement permettait d'étendre aux autres, à toutes les autres. Et nous, comme conseil, on a dit, on va y aller pour les maisons patrimoniales ou à caractère patrimonial. Plus tard, si on pense que c'est utile à tous, on verra, mais pour le moment, c'est déjà un règlement de plus, là. On additionne. Vous avez des questions par rapport à ça? Voilà. Alors, il est proposé d'adopter tel que soumis le projet de règlement numéro 2026-04-1039 intitulé Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. D'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à entreprendre les procédures de consultation publique, de transmettre une copie du projet de règlement et de la présente résolution à la MRC de Lyon. Oui. Et à l'unanimité. 8.1, c'est un avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage. Est-ce que j'ai quelqu'un qui pour donner l'avis de motion et le dépôt? M. Michel Aubin. Par la présente, donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage 2024-03-986 afin de corriger une erreur survenue lors de la refonte du règlement de zonage et à régulariser la présence d'un usage de la classe C9 déjà existant dans la zone concernée. Dépose un projet de règlement numéro 2026-05-1040 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 2024-03-986. Donc, on a l'adoption qui est après. Alors, attendu que nous venons de faire l'avis de motion et le dépôt à cette séance du 17 mars 2026, il est proposé d'adopter tel que soumis. Je vais juste me rappeler la petite coquille qu'il y avait, c'était le numéro, je pense, un numéro d'article qu'on n'avait pas référé au bon numéro d'article. Non, en fait, c'est que l'usage de C9 qui est les stations-service n'était pas autorisé dans la zone où il y a le Harnois actuellement. Oui. Mais ça avait été prévu au départ que ça reste là. C'est vraiment dans la refonte qu'il y a eu une erreur critique. C'est ça. Parfait. Alors, il est proposé d'adopter tel que soumis le premier projet de règlement numéro 2026-05-1040 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 2024-03-986, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à entreprendre les procédures de consultation publique, de transmettre une copie du projet de règlement et de la présente résolution à la MRC de Drummond. Oui. Adopté à l'unanimité. J'ai confondu avec un autre règlement qu'on aura à faire, effectivement. Loisirs et compagnie, mandat fête nationale. Donc, ça consiste à permettre, dans le fond, à Loisirs et compagnie d'aller de l'avant vers la fête nationale et d'octroyer un budget.
Il est proposé de mandater l'organisme Loisirs et compagnie WICAM pour l'organisation de la fête nationale du 23 juin 2026, d'autoriser le versement d'une aide financière de 6 000 à l'organisme, d'autoriser la tenue de l'événement dans le stationnement du centre communautaire et au parc des Générations, ainsi que de l'utilisation sans frais du centre communautaire et du local des patinaires. D'autoriser un feu de joie et un feu d'artifice sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires conformément au règlement 2013-05-744, de demander la présence du cirque, si possible, pour les premiers soins et l'évacuation des lieux lors des feux d'artifice. D'exiger le dépôt d'un rapport de revenus et de dépenses dans les 30 jours suivant l'événement, d'autoriser 48 heures de temps d'homme de col bleu pour la préparation, le démontage et le nettoyage, de prêter les extensions électriques de la municipalité pour l'événement, d'informer la Sûreté du Québec et l'assureur de la tenue de l'événement et de demander à l'organisme de transmettre la programmation préliminaire lorsqu'elle sera disponible. Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2, c'est le règlement fixant les tarifs d'inscription pour le soccer été 2026. La vie de motion a eu lieu le 17. La vie de motion et le dépôt a eu lieu le 17 février 2026 pour ce changement de règlement-là. Il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement et qui a été déposé jusqu'à maintenant. Donc, et toutes les copies ont été remises. Donc, il est proposé que le règlement numéro 2026-03-1030, intitulé Règlement fixant les tarifs d'inscription pour le soccer été 2026, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Je n'ai pas mentionné exactement, je pense que c'était une question de la tarification qu'on avait ajustée tout Mais simplement. en fait, c'est qu'on a établi la tarification pour l'année en cours. C'est ça. Alors, on arrive au point 10.1, les statistiques. Pour votre information, en février, on a eu 3 appels incendies de notre territoire, dont 2 appels pour le même bâtiment. C'est un feu de bâtiment. Regrettable, mais voilà, c'est dans la réalité de la vie. Pour l'accès à l'information, il y a eu 6 demandes d'accès à l'information. Quand on en a une par semaine, là, c'est déjà c'est quand même quelque chose. Le service d'urbanisme a délivré 23 permis, donc ça roule à la municipalité, ça bouge beaucoup. Le service de transport mobilibus, vous savez qu'en 2024, il y a eu 12, en février, on parle toujours du mois de février, là. Il y a eu 12 déplacements sur notre territoire en 2024. En 2025, il y en avait eu 18, donc légèrement une petite augmentation. Et cette année, en 2026, il y a eu 71 déplacements. On ne sait pas encore combien ça concerne d'utilisateurs, mais on connaît le nombre de déplacements. Donc, ça va venir, semble-t-il, qu'on aura une statistique plus pointue éventuellement. 10.2, demande de révision du programme fédéral de récupération des armes à feu. Alors, nous avons eu des citoyens qui nous ont interpellés et qui sont venus rencontrer le conseil pour faire part que plusieurs municipalités déjà appuyaient les citoyens, les chasseurs, les gens qui font du tir sportif, à l'effet que ce programme de désarmement-là visait pas nécessairement les bonnes catégories de gens. Alors, la demande vise davantage à ce que le gouvernement s'en prenne, ou pas s'en prenne, je veux dire, voit dans leur programme à davantage axé sur un désarmement d'armes illégaux, plutôt que de désarmer des gens qui possèdent des armes légaux avec formation et avec toute la réglementation stricte qu'on a au Québec. Étant donné que c'est quand même une résolution un petit peu plus qui demande un petit peu plus de réflexion, je vais prendre le temps de lire les considérants. Considérant que le gouvernement du Canada a annoncé en janvier 2026 la mise en œuvre d'un programme de récupération volontaire visant certaines armes à feu
désormais prohibée. Considérant que plusieurs citoyens de Wickham ont interpellé le conseil municipal afin d'obtenir l'appui de la municipalité relativement à ce programme et à ses impacts sur la pratique de la chasse et du tir sportif, considérant que les propriétaires légaux d'armes à feu au Canada doivent détenir un permis valide, se conformer à un régime strict de formation, de vérification d'antécédents, de transport et d'entreposage sécuritaire. Considérant que la chasse et le tir sportif constituent des activités légales et bien ancrées dans plusieurs régions du Québec, notamment en milieu rural. Considérant que les informations rendues publiques indiquent que la majorité des armes utilisées dans les crimes violents proviennent du marché illégal et de la contrebande. Considérant que sur le territoire du Québec, la mise en œuvre du programme de récupération des armes à feu repose notamment sur la collaboration de la Sûreté du Québec. Considérant que plusieurs citoyens et organisations expriment des préoccupations quant aux effets du programme sur les utilisateurs légitimes d'armes à feu, notamment les chasseurs et les tireurs sportifs. Plusieurs municipalités ont adopté une résolution semblable avec beaucoup plus de considérants. Nous l'avons raccourci pour miser davantage sur ce qui nous semble plus pertinent. Avant d'aller à la proposition, j'ai des personnes peut-être qui voudraient s'exprimer là-dessus. Je vous laisse l'opportunité de la faire. Moi, j'avais tout dit l'autre jour. Vous avez tout dit? D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Il est proposé d'appuyer les citoyens de Wickham et de l'ensemble des régions du Québec qui demandent au gouvernement fédéral de revoir son programme de récupération volontaire des armes à feu, de demander que les chasseurs et les tireurs sportifs puissent poursuivre leur activité légale et leurs loisirs dans le respect des lois et des mécanismes d'encadrement déjà en place, de demander au gouvernement du Québec et à la Sûreté du Québec de ne pas participer à l'application de ce programme et d'inviter le gouvernement fédéral à concentrer plutôt ses efforts sur la lutte contre les armes illégales, la contrebande et la criminalité, et de transmettre cette résolution-là à différents dignitaires, dont les députés. Et nous allons acheminer s'il y a lieu. Oui. Oui. D'accord. Vous soyez à l'aise. Mais pour toi, tu dis. Ben, je ne sais pas. C'est difficile parce qu'on n'a pas le droit de s'abstenir. Des fois, on est prêt entre le oui et le non, mais allez-y. Quand vous êtes trop mal à l'aise, vous pouvez aussi aller avec un non. C'est vous qui décidez. Oui. Qu'est-ce que est-ce que vous voulez dire pourquoi votre malaise? Peut-être les gens comprennent. Ben, moi, c'est plus par rapport, tu sais, c'est sûr que c'est contre des crimes violents, mais je trouve qu'il y avait beaucoup de choses, d'accidents avec les armes à feu, que les jeunes ou les gens ne les utilisent pas comme ils devraient faire. Mm-hmm. Tu sais, je trouve ça plate qu'ils visent tout le monde, mettent tout le monde dans le même bateau, mais c'est sûr que je trouve que les armes à feu, pour moi, c'est dangereux. Ben, effectivement, puis il y aura toujours de la négligence. Les gens ne seront pas capables d'aller contrôler dans les maisons. Mais effectivement, ça donne des coups de noter. Alors, dans la circonstance, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, lettre entente responsable aqueduc. Merci de l'avoir mis entre-temps. C'est gentil. Vive l'électronique quand ça fonctionne bien comme ça. En fait, juste peut-être expliquer, parce qu'on a une inspectrice des égouts et aqueducs qui, depuis 16 ans, travaille maintenant pour la municipalité, est de garde 24 heures sur 24. Chez elle, la fin de semaine, elle est toujours de garde. Et cette fois-ci, elle a interpellé le conseil pour faire prendre conscience qu'elle avait ça, des tâches qui nécessitent qu'elle réponde incessamment n'importe quand au téléphone. Et elle nous demande
de bonifier avec un, comment on appelle ça exactement? Le titre va être défini par lettre d'entente, mais une prime de disponibilité, de garde, C'est ça. Fait que ça va être une prime quelconque. Alors, la proposition est d'octroyer d'autoriser Catherine Pépin, directrice générale des graphies artésoriales, à établir une lettre d'entente avec les syndicats. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est bon. Adopté à l'unanimité? Oui. Le point 11, ce sont le dépôt de correspondance. Et finalement, on arrive. OK, ça c'est correct. Donc, les correspondants ont été remis parce que je te pose du bon. OK. Et la période de questions 12.1, c'est votre période de questions. S'il y en a qui ont des questions, je vais vous demander de vous nommer et de poser votre question. Vous pouvez vous adresser à moi, vous pouvez vous adresser à quelqu'un de conseil. Donc, d'abord, vous adresser à moi, puis je vous déléguerai la personne qui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, les points du jour étant tous épuisés, il est proposé de lever la séance à 20h35. Adopté à l'unanimité. Monsieur Leroux, c'était pas ça. Dans l'une, parce que je me demandais si c'était avant qu'on lève le séance, un petit peu après. On peut dire à Mme Véronique à quel point on apprécie. D'avoir Mais la défaite, moi j'étais absent. Là. On apprécie vraiment ce qu'elle a fait pour le week-end. Beaucoup. D'avoir un employé qui vient nous voir, c'est intéressant. C'est bien apprécié. Je vais demander est-ce que tu as fermé